Le Japon, champion de la performance industrielle, demeure profondément marqué par ses mythes et ses légendes. Les images qui confrontent la modernité à la tradition sont innombrables, et notre regard est surpris par des contrastes étonnants. Partons à la découverte de Japonaises et de Japonais d'aujourd'hui. Pour eux, le temps n'a peut-être pas la même signification que dans les autres pays du monde. Nagoya, métropole moderne entre Kyoto et Tokyo, a été entièrement détruite pendant la guerre. La ville affiche aujourd'hui une architecture aérée à l'américaine, où rock'n'roll japonais et look traditionnel font cependant bon ménage. Yukari Yamashita illustre bien l'âme de cette grande ville moderne, encore immergée dans son passé. Avec son amie Yoko, elle aime se promener en kimono le dimanche, son jour de congé. Yukari est une jeune femme indépendante qui travaille dans une compagnie d'assurance au 10e étage d'une tour de verre. Même si elle se sent parfaitement à l'aise dans le monde moderne, un lien très fort l'attache aux traditions japonaises. Employée de bureau modèle, elle adore conduire et ne rate aucun concert des chanteurs à la mode de passage à Nagoya. Mais son passe-temps favori n'a pas grand-chose à voir avec le monde moderne et agité qui l'entoure. En effet, Yukari suit des cours de pliage de kimono, qui reste la tenue traditionnelle au Japon. Elle a même passé un examen et elle est très fière du diplôme qu'elle a obtenu. Il faut savoir que revêtir un kimono suivant les règles de l'art est une entreprise très délicate. Une personne seule peut difficilement y arriver. Il arrive donc qu'on fasse appel à des spécialistes comme elle pour le passer. Elle se rend souvent à des mariages, à des fêtes ou à des cérémonies pour aider les invités à s'habiller. La mise en place du hobby est très compliquée. Cette large ceinture, rehaussée d'un nœud dans le dos, est soutenue par un cordon, le bijime. Chaque détail a son importance. Suivant qu'il s'agisse d'un événement heureux ou malheureux, ou d'une occasion ordinaire comme aujourd'hui, l'obijime se noue différemment. Le printemps est très attendu par les Japonais, surtout lorsque les fameux cerisiers sont en fleurs. Ils organisent des petites fêtes très populaires, appelées hanami, sous les sakuras, les fleurs de cerisier. Porter un kimono n'empêche pas de rester dans le cou. Un téléphone mobile se glisse très facilement dans les plis du corsage. On lui reproche de ne pas être très pratique, mais on peut très bien se rendre en ville en kimono faire du shopping. Ça n'étonnera personne. Même pas les amis rencontrés par hasard, avec qui l'on pourra cependant comparer sa toilette. Au Japon, tout est permis. Qu'on soit en kimono ou habillé à la dernière mode, comme les kogaru, avec leurs cheveux décolorés et leurs chaussures à larges semelles. Mais on a beau être branché, le salut traditionnel reste de rigueur. Respectueux des traditions ou avides de modernité, dans le tourbillon des modes, qu'ils soient jeunes ou vieux, les Japonais sont toujours dans le coup, envers et contre tout. Monsieur et Madame Ono, par exemple, rockers de choc malgré leurs 70 printemps, affichent une pêche d'enfer. Chaque jour, Monsieur Ono se prend pour Marlon Brando au guidon de sa Harley Davidson. Direction, le petit restaurant qu'il tient avec sa femme et sa fille.
Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux, le restaurant Suzuno sert une cuisine traditionnelle. Derrière ses fourneaux, Monsieur Ono a troqué son casque de motard pour une toque de cuisinier et Madame sert les clients aidés de leur fille Chiaki. Il y a de nombreux restaurants comme le leur au Japon. On les appelle les izakaya. Ce sont des genres de tapas japonais où l'on sert plein de petits plats comme des kushiyaki, des brochettes, du sashimi, des légumes salés et des poissons grillés. La particularité des izakaya, c'est que le menu change en fonction des saisons. On y croise souvent des hommes d'affaires. Ils viennent se retrouver ensemble après le travail, première étape d'une virée entre collègues. La tournée des bars améliore la cohésion sociale dans l'entreprise, paraît-il. Au nord-est de Nagoya s'étend la ville de Kyoto. Kyoto a beau être la vieille ville impériale, elle est devenue aujourd'hui une cité moderne où l'on rencontre aussi des hommes d'affaires. Dans sa banlieue résidentielle habite M. Ito Isashige, un chef d'entreprise pas comme les autres. M. Ito Itashige dirige une entreprise familiale très particulière qui ne souffre d'aucune concurrence dans son domaine. Il fabrique des poupées, les authentiques poupées Gosho. M. Itashige a hérité de cette charge et de son nom de l'empereur en personne, qui autorisa il y a plus de 200 ans sa famille à faire ses poupées. Autrefois, on les offrait comme cadeau à la cour impériale pour porter bonheur. Chaque poupée nécessite plusieurs couches de laque blanche faites avec de la nacre d'huître pilée. Depuis 12 générations, la tradition se perpétue et aujourd'hui, toute la famille travaille ensemble pour produire une quinzaine de poupées par an. Le fils de M. Itashige est en apprentissage depuis plus de 10 ans. Il apprend à sculpter les figurines en bois et à assembler les bras et les jambes. Sa fille aide à la couture et c'est à sa mère que revient l'honneur de créer le stylisme des perruques et des petits kimonos. Aujourd'hui, les poupées Gosho sont acquises par de riches collectionneurs. Kyoto, l'ancienne ville impériale, demeure la capitale artistique et religieuse du pays. Mais elle n'est pas pour autant écartée des influences étrangères. Mademoiselle Wakana Kobayashi, professeure d'aérobic, en est l'illustration très vivante. Wakana a passé 1 an aux États-Unis et elle est le portrait type de la japonaise de la nouvelle génération. Si les jeunes japonaises d'aujourd'hui travaillent et se sentent émancipées, elles continuent à vivre la plupart du temps chez leurs parents jusqu'au mariage. Une fois mariées, elles se plient en général au système traditionnel. Elles quittent leur travail, s'occupent des enfants et de la maison, tandis que leurs maris privilégient leur carrière professionnelle, n'accordant que peu de place à la vie familiale. Même si elle se considère comme une jeune fille de son temps, Wakana ne néglige pas pour autant l'héritage du passé. Elle se rend dans un des quartiers des geishas pour s'initier aux bonnes manières. Aujourd'hui, il ne resterait qu'une centaine de vrais geishas à Kyoto, indépendantes ou au service de grandes sociétés. Si leur nombre décroît, c'est qu'avec la crise économique, le métier va mal. Il faut dire qu'une soirée en compagnie d'une vraie geisha qui vous conte des poèmes et vous chante des chansons coûte très cher. C'est dans une oshaya, maison où l'on éduque encore les apprentis geishas, les maiko, que Wakana s'initie au canon de la beauté traditionnelle. Beaucoup de Japonaises se métamorphosent ainsi en maiko pour une grande occasion, leur anniversaire par exemple,
ou tout simplement pour le plaisir. Aujourd'hui, des jeunes filles comme Wakana se rendent parfois dans des oshaya pour apprendre l'art de se maquiller, de se coiffer, l'art du maintien, l'art de servir le thé. Ces jeunes filles viennent avant de se marier, par exemple, parce qu'elles entrent dans un milieu où, dans leur vie future, elles auront à tenir leur rôle dans des soirées officielles ou semi-officielles. Les Maiko, qui veulent devenir de vrais geishas, arrivent vers l'âge de 17 ans et leur éducation est très stricte. Interdiction de fumer, d'avoir un portable, d'avoir un petit ami. Geisha veut dire littéralement artiste. Les apprentis geishas suivent parallèlement aux leçons de maintien des cours de musique, de danse, de poésie et de chant. Elles lisent beaucoup, elles apprennent à tenir une conversation, à dire des mots d'esprit et surtout à savoir faire preuve de persévérance et de patience. Pour le moment, ce que Wakana apprend, elle, c'est à marcher avec les pokuri. C'est la première fois qu'elle tente une escapade dans les ruelles et elle prend garde, comme on le lui a appris, à se tenir bien en arrière pour ne pas perdre l'équilibre. Pour une première sortie, elle se rend au temple le plus proche pour faire une petite prière. On peut croiser d'autres jeunes filles en kimono au détour des innombrables lieux de culte des villes japonaises. Elles ne sont ni geisha ni maiko, mais tout simplement étudiantes. Une coutume veut en effet qu'à la fin de leurs études universitaires, les étudiantes se rendent au temple en tenue traditionnelle. Elles viennent entre amies célébrer ce jour et marquer leur visite par l'incontournable cliché qui ponctue chaque événement de la vie japonaise. L'appareil photo est certainement l'objet contemporain le plus traditionnel de la culture japonaise. Kyoto compte 1600 temples bouddhistes et 300 sanctuaires shinto. Il n'est donc pas surprenant de croiser au cœur de la vieille cité M. Keizuke Nakano qui se rend à son travail. En effet, M. Nakano fabrique des chapelets bouddhiques dans une des plus vieilles échoppes de Kyoto qui existe depuis plus de 200 ans. Il a été adopté par une famille d'artisans qui n'avait pas de successeur pour continuer à faire tourner la petite entreprise. Sa mère adoptive travaille avec lui. Âgée de plus de 80 ans, elle affirme que faire travailler le bout des doigts permet aux personnes âgées de conserver leur vivacité d'esprit. M. Nakano fabrique des chapelets pour des particuliers ou des temples. Il essaie sans cesse de renouveler les matières et de trouver de nouvelles couleurs. Mais après une journée de labeur, assis en tailleur sur un tatami dans son petit magasin à l'ancienne, M. Nakano a besoin de détente. Il se rend alors dans un bar qu'il affectionne tout particulièrement pour s'adonner à sa passion, le karaoké. Il s'improvise alors chanteur de charme avec la même conscience professionnelle qu'il met à fabriquer ses chapelets. Le karaoké est très populaire au Japon. On peut le pratiquer dans des bars, avec ou sans hôtesse, ou dans les karaoké box. Chaque pièce est équipée, les gens y viennent entre amis ou collègues de travail. Comme M. Nakano est célibataire et que personne ne l'attend chez lui, il y passe des soirées entières. Le commerce du chapelet marche plutôt bien, car les temples commandent parfois des modèles très élaborés. Certains peuvent atteindre plusieurs mètres de long, et régulièrement il est nécessaire de refaire le pompon qui s'abîme et se salit. En ce qui concerne les particuliers, la durée de vie d'un chapelet est limitée. À chaque boule correspond un sutra, une prière.
À force de les réciter, on pense qu'au bout d'un certain temps, les boules se chargent d'énergie négative. On les confie alors à un temple qui est chargé de les détruire par le feu et l'on rachète un nouveau chapelet. Les deux grandes religions au Japon sont le shintoïsme et le bouddhisme. La plupart des Japonais pratiquent l'une et l'autre religion, qui coexistent en parfaite harmonie. À proximité des temples bouddhistes, par exemple, on trouve souvent un petit sanctuaire shinto destiné à honorer les dieux de la terre et des arbres. Au moment où on a construit le temple, on a demandé aux dieux de la nature de permettre que l'on construise un lieu de culte voué à Bouddha. On se marie en général sous le rite shinto, mais les funérailles suivent le rite bouddhique, de sorte qu'on parle souvent de tolérance de la religion japonaise, union entre les croyances primitives et les doctrines venues de l'étranger. Les Japonais ont cette faculté de saisir les influences qui leur parviennent de l'extérieur et de les assimiler sans que ce soit au détriment de leur propre identité. Contraste permanent, les images s'accumulent, se superposent, se complètent, mais ne s'affrontent pas, du moins en apparence, même dans les lieux les plus reculés. Si le baseball est devenu sport national, par exemple, cette importation anglo-saxonne ne trouble en rien les habitudes ancestrales d'un restaurant traditionnel. Même si on suit la finale, on préfère le tatami au confort occidental et les anguilles pêchées dans la rivière à un hamburger. Baseball et kimono font bon ménage et la patronne n'est pas en reste. Pendant 4 siècles, le Japon a été coupé du monde extérieur et ce n'est qu'en 1868 qu'il s'est ouvert aux étrangers. De là vient peut-être cette capacité qu'ont les Japonais de pouvoir tout à la fois s'adapter et se préserver. Quand on évoque les influences étrangères, on ne peut pas vraiment parler de choc des cultures, mais plutôt de mondes qui se côtoient. Ritsuko Hatanaka incarne bien cette étonnante aptitude qu'ont les Japonais à être à la fois ailleurs et au cœur du Japon. Ritsuko connaît tout sur les motos anglaises, leurs cylindrées, leurs performances et leurs accessoires. Mais elle a beau diriger le seul magasin de Kyoto spécialisé dans ce domaine, sa passion est ailleurs. Elle pratique l'un des arts japonais les plus authentiques et les plus anciens. Le sumie, la peinture monochrome à l'encre de Chine. Le sumie représente ou suggère des paysages, des fleurs ou des oiseaux, à l'aide de taches ou de traits d'encre plus ou moins dilués. Avec l'influence zen, le sumie japonais est plus épuré que le sumie chinois, chargé en couleurs. Il n'utilise que le blanc et noir sur un papier absorbant. D'un coup de pinceau, on obtient un dégradé qui passe par toutes les nuances de gris. Les Japonais appellent couleur tous ces dégradés du noir au blanc. Frotté dans l'eau, le sumie, mélange de colle et de suie de bois de pin, devient l'encre de Chine. Ritsuko fabrique son encre, car traditionnellement, prendre le temps de la préparer soi-même permet de méditer sur son dessin. De Kobe à Tokyo, ce sont 500 km d'une ville qui n'en finit pas. En arrière-plan de cette gigantesque mégalopole, les montagnes, un autre monde. Un Japon éternel qui semble avoir été figé depuis la nuit des temps. Une agriculture traditionnelle s'éparpille au gré des vallées, même si par endroits une usine ultramoderne d'une architecture futuriste brise soudain l'harmonie du paysage.
Derrière les baies vitrées s'activent d'étranges ouvriers munis de petits maillets en bois. Ils s'affairent autour de cadres de bambou et de grands tonneaux où fermentent des bains de décoction de plantes. C'est là que l'on fabrique le fameux papier japonais, le washi. Une technique qui vient de Chine et qui fut très tôt répandue au Japon. Les papiers japonais sont surtout utilisés en décoration, mais aussi comme support à des ouvrages de luxe. Ce sont toujours les mêmes gestes et les mêmes procédés qui sont utilisés. Seule différence avec le passé, aujourd'hui le catalogue des produits est consultable sur Internet. Cerfs-volants, lanternes, cloisons de papier, éventails. Exemple d'une technique traditionnelle qui a su s'adapter au monde moderne. Il est du dernier chic de faire imprimer sa carte de visite, si indispensable au Japon, sur du papier washi. Yumiko Yamazaki, artiste contemporaine, utilise cette technique traditionnelle au service de son art. Très proche de la nature, elle appartient à une école d'art moderne réputée dans la petite ville de Mino. Elle a choisi d'utiliser le papier japonais comme support à sa création. Sa démarche originale consiste à mettre à nu un carré de terre de la taille d'une feuille de washi. Elle l'arrose, puis elle attend que les premières pousses fassent leur apparition. Elle retire alors un à un chaque petit germe et les reporte scrupuleusement sur le papier à la même place qu'ils occupaient dans leur carré de terre. Son objectif ? Figer ainsi un morceau de nature pour l'éternité. Contrepoint à la frénésie démographique et industrielle, le cœur des montagnes offre le spectacle d'un Japon immortel. Le temps s'est arrêté à Tsumago lorsque l'État japonais a décidé de préserver la ville de toute modernité apparente. Le week-end, les citadins viennent ici respirer un bol d'air pur avant d'aller passer la nuit dans un ryokan, une auberge traditionnelle japonaise. On se déchausse à l'entrée, comme lorsqu'on entre dans une maison particulière, pour ne pas salir les sols en nattes de joncs tressés. On y sert un petit déjeuner typiquement japonais. Thé vert, riz, œufs crus, poissons grillés, algues séchées, légumes salés et soupe miso. Les kimonos sont fournis par la maison et ces séjours à l'ancienne, loin du vacarme des villes, sont particulièrement prisés. Des ruisseaux coulent de la montagne le long des maisons en bois et des sources naturelles d'eau chaude alimentent des stations thermales. On y prend en plein air des bains bouillants. La recherche de cette harmonie entre l'homme et la nature replonge les Japonais au cœur même de leur identité. C'est là leur vision animiste. La montagne, elle, revêt un caractère sacré. Elle inspire le respect et ouvre la voie à la méditation. De temps en temps, M. Inaba, médecin à Nara, part avec un de ses collègues à un étrange rendez-vous au cœur d'une montagne, non loin d'Osaka. Autrefois, les prêtres qui vivaient dans ce lieu retiré communiquaient entre eux en soufflant dans des coquillages. Comme eux, M. Inaba est souffleur de conque. Avec son compagnon, ils appartiennent à une branche du bouddhisme ésotérique. Ils se joignent à un groupe d'adeptes pour prendre une part active à une cérémonie rituelle.
On commence par lancer des flèches pour écarter les démons et les mauvais esprits indésirables. La flèche a pour mission de se transformer en dragon et d'attaquer dans le ciel les forces du mal. Vous, les démons qui arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre de la terre, je charge l'esprit qui est dans la flèche de se transformer en dragon pour vous chasser d'ici. Au cours de la cérémonie, on brûle des petites tablettes en bois blanc couvertes d'inscriptions. Elles ont servi à transmettre aux dieux des vœux, des incantations, une demande de guérison ou le souhait de réussir à un examen. En échange de leur protection et des bons services rendus, on estime que les tablettes se sont chargées de mauvaises influences. Régulièrement donc, elles sont brûlées pour que toutes les mauvaises vibrations qu'elles contiennent repartent le plus loin possible dans le ciel. La fumée joue un rôle important, elle a une fonction purificatrice. On se purifie en assistant à la cérémonie et en respirant cette fumée à plein poumon. De retour à son cabinet médical, M. Inaba pratique la médecine traditionnelle japonaise suivant ses grands principes. Les moxa, par exemple, possèdent un pouvoir thérapeutique. Ce sont des herbes réduites en poudre qu'on fait brûler doucement. Selon la médecine traditionnelle, les points d'acupuncture d'origine chinoise permettent de faire circuler le ki, suivant les méridiens qui traversent le corps. Le ki est l'énergie vitale de l'univers. En pratiquant des massages sur ses patients, M. Inaba canalise cette énergie en la transmettant aux malades. Ces techniques de passe magnétique ne se réfèrent à aucune puissance occulte. Une seule loi semble régir ces pratiques, canaliser les forces universelles. Toute cette philosophie du ki se décline dans de nombreux aspects de la culture japonaise. On la retrouve dans la maîtrise des arts martiaux, par exemple. À Kobe, même si le commissariat de police central est doté de techniques les plus modernes, on ne néglige pas pour autant la formation traditionnelle du personnel. Une formation qui apprend à canaliser le fameux ki. On étudie la maîtrise du corps, on s'entraîne à jauger l'adversaire et à combattre par l'esprit autant que par la force physique. Le kendo y est pratiqué dans le plus pur respect des traditions. Littéralement, kendo signifie la voie du sabre, héritage des combats que se livraient les samouraïs dans le Japon médiéval. Le kendo développe la recherche de l'équilibre, la domination de soi et la rapidité dans la prise de décision. Au-dessus de l'entrée de la salle d'entraînement, les apprentis Kendora peuvent lire ces mots. Le sabre est comme le cœur. Si le cœur n'est pas pur, le sabre non plus ne l'est pas. Le kai, le cri qui vient du ventre, traduit l'explosion d'énergie libérée par le Kendora. Par la dépense corporelle qu'il entraîne, le kendo aide les jeunes policiers à lutter contre le stress de la vie moderne. Mais il n'y a pas que les amateurs de kendo qui se livrent à des activités physiques. Chaque matin, tout le personnel du commissariat est invité à suivre un cours de gymnastique rythmique. C'est au commissaire Sato, 6e dan de kendo et maître dans l'art du maniement du sabre,
que revient la direction des opérations. Il a la charge de l'entraînement physique des troupes. Après la séance obligatoire de culture physique, tout le monde se dirige vers la salle du briefing. La séance s'ouvre avec le salut et la phrase du jour. Aujourd'hui, quand on roule avec la sirène allumée, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Chargé des reconstitutions criminelles, le commissaire Sato, en fonctionnaire modèle, note les instructions de la journée. Une journée qui commence pour lui par une démonstration de sabre. Le vrai, celui qui autrefois coupait les têtes. À 56 ans, le commissaire Sato est encore d'une force physique impressionnante. Les jeunes recrues admirent la grâce avec laquelle il manie l'arme traditionnelle des Japonais en exécutant une figure de shiai. C'est dans la petite ville de Seki, au centre du Japon, que depuis le XIIe siècle, on fabrique les sabres selon les techniques ancestrales. Le métal est chauffé, puis on le replie sur lui-même en plusieurs épaisseurs pour lui donner sa force. Le maître forgeron, aidé de ses assistants, recommence plusieurs fois les mêmes gestes, qui consistent à chauffer le métal, à le tordre et à le battre. Durant la période Muromachi, au XVe siècle, on comptait à Seki plus de 300 artisans qui travaillaient là, dont les plus célèbres maîtres forgerons. Au XVIIe siècle, le premier shogun de la famille Tokugawa dresse la liste des règles destinées à ses successeurs. Il dit notamment « Le sabre est l'âme du samouraï ». Ces quelques mots résument les croyances et le mode de vie de la classe guerrière. Les samouraïs, ceux qui servent, font leur apparition dès le XIe siècle. Ils sont les seuls autorisés à porter des armes et à s'en servir. Certains arts martiaux que l'on associe aujourd'hui aux samouraïs furent en réalité inventés par les paysans pour se protéger de leur puissance souvent tyrannique. Le wakizashi, plus court que le katana, était utilisé dans les combats au corps à corps. Si la défaite paraissait inévitable, sa lame permettait à son propriétaire d'éviter le déshonneur en se faisant harakiri. Le samouraï était au service d'un seigneur féodal. Certains pouvaient aussi devenir ninjas, sorte d'agents secrets. Les ninjas étaient parfois des femmes, parfaitement entraînées aux arts martiaux et totalement dévouées à leur seigneur. Le mythe des ninjas attire encore beaucoup les Japonais, très friands de toutes les évocations du passé féodal du Japon. Le village du cinéma de Kyoto attire chaque année des milliers de visiteurs. Ce village du cinéma nous replonge dans l'époque Edo, au moment où les samouraïs prirent le pouvoir au Japon en déplaçant Kyoto, la capitale, à Edo, l'actuel Tokyo. L'empereur, resté à Kyoto, perdit alors son pouvoir politique. Les gens aiment visiter le village du cinéma et s'imaginer au temps de leurs ancêtres. Ils cherchent aussi à ressembler aux stars qui tournent régulièrement des films de samouraïs sur ces plateaux de télévision voisins. Les Japonais arrivent en famille,
parfois de l'autre bout du Japon, pour se faire prendre en photo, déguisés en geisha ou en shogun. De retour à la maison, les photos de la famille en grande tenue siégeront en bonne place dans le salon à côté d'une télévision dernier modèle ou d'une gondole en pâte de verre rapportée d'un voyage en Italie. Car les Japonais adorent voyager dans l'espace et dans le temps. Ils aiment se replonger à cette époque où l'on donnait à la cour du shogun des spectacles no, entourés de geishas jouant du shamisen, pendant que le peuple s'amusait des pièces du théâtre kabuki. Après la séance photo, une promenade en grande tenue s'impose au milieu des touristes. Décidément au Japon, le temps n'existe pas. Les distributeurs de glace et les vendeurs de cartes postales ne troublent pas le regard du shogun. Impassible dans son kimono de cérémonie, il précède les femmes comme le veut la coutume. Ces filles métamorphosées en princesses suivent sous le regard attendri de leur mère. Il est courtois alors de se laisser approcher par d'étranges humains en jogging et t-shirt qui vous feront passer à la postérité grâce à l'incontournable petite boîte magique. Mais les vrais samouraïs d'aujourd'hui, on les trouve à quelques mètres de là, sur les studios de la Toei Company Limited. On y tourne en permanence des séries de télévision qui ont pour cadre le temps des samouraïs. La série Abarenbo Shogun égrène ses épisodes au fil des années. Elle raconte, dans un feuilleton sans fin, les déboires et les exploits d'un shogun héroïque. Au temps des caméras numériques et de la suprématie des appareils vidéo japonais, les samouraïs sont éternels. La découverte des studios et de leurs coulisses lève un voile insolite sur ce Japon où se mêlent le passé, le présent, la réalité et la fiction. Abarenbo Shogun existe depuis plus de 23 ans. C'est l'histoire de Yoshimune Tokugawa, 8e shogun de la famille Tokugawa, interprété par un très grand acteur japonais, Ken Matsudaira. Ce feuilleton raconte l'histoire d'un shogun qui se mêle à la foule déguisée en Monsieur Tout-le-Monde pour découvrir la réalité de son peuple. Ainsi informé, il prend la défense des opprimés contre les méchants en rendant justice lui-même. La fin de chaque histoire se termine toujours par ce qu'on appelle le Shambaran, le spectacle final où le héros arrive et trucide tous les méchants.
Le parfum du passé aide parfois à oublier le présent. Un présent qui peut se révéler terrible au Japon. À Kobe, il y a quelques années, un tremblement de terre a détruit une partie de la ville. Si aujourd'hui tout semble rentrer dans l'ordre, Mariko, elle, n'a toujours pas oublié. Sa maison a été détruite. Traumatisée, elle a quitté Kobe pour Tokyo. Pour essayer de chasser l'image du tremblement de terre de mon esprit, j'ai cru qu'il fallait chercher à tout prix à ne plus y penser, à effacer complètement ce souvenir de ma mémoire, mais c'était impossible. Un jour, Mariko est tombée par hasard à Tokyo sur une affiche d'un spectacle de No, et le passé l'a sauvée. C'est grâce au No, l'art théâtral le plus ancien du Japon, qu'elle a retrouvé peu à peu sa vie normale d'informaticienne traductrice bien dans sa peau. Elle se souvient. Elle est entrée dans ce théâtre à Tokyo, et là, elle a été bouleversée. Cette pièce qui s'appelait Matsukaze se passait sur la plage de Suma, près de Kobe, où j'allais dans mon enfance avec mes parents. En voyant cette pièce, ça a guéri mon esprit blessé par le souvenir du tremblement de terre. Je me suis sentie soudain libérée et autorisée à pleurer. Et c'est pour sa sensibilité que j'aime le No. Après, j'ai réfléchi aux raisons de tout ça. Le personnage principal de la pièce était interprété par un acteur très connu, Umewaka Makiyo. C'est grâce à lui que la pièce m'avait tant touchée. Si j'ai commencé à apprendre à chanter le No, c'est parce qu'en surfant sur Internet, un jour, j'ai trouvé par hasard le site Umewaka Makiyo. Je lui ai envoyé un email en lui disant que j'avais été très émue par sa pièce. Il m'a répondu qu'il donnait des cours à Osaka et que je pouvais venir prendre des leçons de chant. Voilà pourquoi je suis des cours une fois par mois, directement avec lui, et que je continue à chanter. Tous les acteurs de No sont des hommes, et les rôles féminins sont aussi tenus par ces derniers. Mariko, elle, fait partie du chœur qui psalmodie les chants. Si la musique traditionnelle a permis à Mariko d'exorciser un passé douloureux, elle peut permettre aussi de se défouler. Sachi Ogawa est puéricultrice. Elle travaille plus de 12 heures par jour dans une crèche de Tokyo qui accepte les bébés dès l'âge de 4 mois. Quotidiennement, Sachi doit faire preuve de douceur, de calme et de patience avec les tout-petits dont elle s'occupe. Il faut toujours être souriante et d'humeur égale. Si elle joue du taiko, le tambour japonais, c'est pour son plus grand plaisir et aussi pour éliminer toutes les tensions de la journée. Les tambours taiko sont typiques de Tokyo. On en joue notamment pendant les fêtes de quartier. Tokyo, mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, si l'on compte ses banlieues, possède encore en son centre un des plus vieux marchés du Japon, le marché aux poissons. Il est question de le déplacer en dehors de la ville à cause de la circulation et des nuisances qu'il apporte, mais pour le moment, c'est probablement l'endroit le plus animé de la capitale nippone au petit matin. Le marché Tsukuji est le plus grand marché aux poissons du monde.
Quand on sait que les Japonais consomment 15% de la production mondiale des produits de la mer, on réalise que la plus grande partie transite par cet endroit. Les poissons arrivent du monde entier, on trouve de tout. Coquillages, crustacés, poissons, algues, méduses, calamars, langoustes, alevins. À Tsukuji, on peut acheter tous les produits imaginables en provenance de toutes les mers du monde. La pêche la plus recherchée par les Japonais reste cependant le poisson frais pêché autour du Japon, mais qui se fait de plus en plus rare. Tous les matins, M. Masami vient à Tsukuji faire son marché, car il tient avec son épouse un petit sushi réputé qui ne sert que du poisson cru à Koiwa, un des vieux quartiers à l'est de Tokyo. On y mange les sushis traditionnels d'Edo, les plus petits, qu'on avale en une seule bouchée. La façon de découper et de présenter le poisson, empreinte personnelle du maître sushi, demande parfois des compétences très savantes. Pour préparer le fugu, par exemple, les cuisiniers doivent passer un examen et posséder un diplôme les autorisant à le servir. Si sa chair est très estimée des Japonais, son foie contient un dangereux poison qui peut être mortel. Assorti d'algues séchées ou de concombres, roulé ou pressé sur une boule de riz assaisonnée de vinaigre, il existe de multiples sortes de sushis. Pour aider dans leur choix les clients, ou pour leur ouvrir l'appétit, on présente la plupart du temps dans la vitrine les plats servis dans le restaurant. Ils sont si bien réalisés en résine de plastique qu'on en mangerait. Tokyo, malgré sa taille gigantesque et la complexité de son tissu urbain, est une ville rassurante. Mégalopole ouverte, elle est l'accumulation de plusieurs quartiers, véritables cités indépendantes les unes des autres autour d'un vaste parc central. Les tours cernées par les échangeurs routiers et les voies ferrées à différents niveaux ne font pas oublier la présence humaine. La ville appartient aux piétons qui la parcourent sans cesse en tous sens. Monsieur Kawamata y est chauffeur de taxi depuis 30 ans. Chaque matin, il caresse son petit porte-bonheur avant d'être happé par la grande ville. C'est une vie difficile à cause de la densité de la circulation. Mais ce que monsieur Kawamata privilégie dans son métier de chauffeur de taxi, c'est sa liberté. À lui d'organiser son travail comme il l'entend. Comme beaucoup de ses concitoyens, il pratique un art traditionnel. Pour sa part, il a choisi le caporet, une danse originaire d'Osaka. Le caporet est une musique et une danse de joie et de fête. Ce sont souvent des scènes caricaturées de la vie quotidienne. Les gestes sont burlesques, inspirés un peu du kabuki. Si le No était le théâtre pour les nobles, en réaction, le peuple créa le kabuki et le caporet pour exprimer son identité. Monsieur Kawamata pratique le caporet depuis plus de 50 ans et il retrouve dans l'expression de cette danse les mêmes gestes que lorsqu'il bichonne son taxi. La première fois qu'il a vu le caporet, il a été ébloui par sa joie de vivre. Et depuis, il n'a cessé d'apprendre à le danser et à le jouer. Aujourd'hui, c'est lui qui forme les jeunes au sein du groupe. Les jeunes, monsieur Kawamata les aime bien, sauf dans son taxi la nuit. Autrefois, les jeunes couples se tenaient à 20 cm l'un de l'autre, et aujourd'hui, ils sont pratiquement l'un sur l'autre. Pour un homme de 75 ans, ça n'est pas très convenable. D'autant qu'une pudeur extrême est toujours de règle au Japon.
Shibuya est le carrefour le plus animé et le plus fou de Tokyo. Symbole de l'immobilisme dans la tourmente, au milieu de cette fournaise, on peut admirer la statue d'un petit chien qui attend. Cette statue a été érigée en hommage à un chien qui avait l'habitude de venir tous les soirs attendre son maître à la descente du train. Un jour, le maître est mort, personne n'est venu, mais le chien a continué à venir attendre son maître à la sortie de la gare. Pendant 7 ans, le petit chien est venu tous les jours. Modernité et tradition. Le temps existe-t-il au Japon ? Au cours de la cérémonie, on brûle des petites tablettes en bois blanc couvertes d'inscriptions. Elles ont servi à transmettre aux dieux des vœux, des incantations, une demande de guérison ou le souhait de réussir à un examen. En échange de leur protection et des bons services rendus, on estime que les tablettes se sont chargées de mauvaises influences. Régulièrement donc, elles sont brûlées pour que toutes les mauvaises vibrations qu'elles contiennent repartent le plus loin possible dans le ciel. La fumée joue un rôle important, elle a une fonction purificatrice. On se purifie en assistant à la cérémonie et en respirant cette fumée à plein poumon. De retour à son cabinet médical, M. Inaba pratique la médecine traditionnelle japonaise suivant ses grands principes. Les moxa, par exemple, possèdent un pouvoir thérapeutique. Ce sont des herbes réduites en poudre qu'on fait brûler doucement. Selon la médecine traditionnelle, les points d'acupuncture d'origine chinoise permettent de faire circuler le ki, suivant les méridiens qui traversent le corps. Le ki est l'énergie vitale de l'univers. En pratiquant des massages sur ses patients, M. Inaba canalise cette énergie en la transmettant aux malades. Ces techniques de passe magnétique ne se réfèrent à aucune puissance occulte. Une seule loi semble régir ces pratiques, canaliser les forces universelles. Toute cette philosophie du ki se décline dans de nombreux aspects de la culture japonaise. On la retrouve dans la maîtrise des arts martiaux, par exemple. À Kobe, même si le commissariat de police central est doté de techniques les plus modernes, on ne néglige pas pour autant la formation traditionnelle du personnel. Une formation qui apprend à canaliser le fameux ki. On étudie la maîtrise du corps, on s'entraîne à jauger l'adversaire et à combattre par l'esprit autant que par la force physique. Le kendo y est pratiqué dans le plus pur respect des traditions. Littéralement, kendo signifie la voie du sabre, héritage des combats que se livraient les samouraïs dans le Japon médiéval. Le kendo développe la recherche de l'équilibre, la domination de soi et la rapidité dans la prise de décision. Au-dessus de l'entrée de la salle d'entraînement, les apprentis Kendora peuvent lire ces mots. Le sabre est comme le cœur. Si le cœur n'est pas pur, le sabre non plus ne l'est pas. Le kai, le cri qui vient du ventre, traduit l'explosion d'énergie libérée par le Kendora. Par la dépense corporelle qu'il entraîne, le kendo aide les jeunes policiers à lutter contre le stress de la vie moderne. Mais il n'y a pas que les amateurs de kendo qui se livrent à des activités physiques. Chaque matin, tout le personnel du commissariat est invité à suivre un cours de gymnastique rythmique.
C'est au commissaire Sato, 6e dan de kendo et maître dans l'art du maniement du sabre, que revient la direction des opérations. Il a la charge de l'entraînement physique des troupes. Après la séance obligatoire de culture physique, tout le monde se dirige vers la salle du briefing. La séance s'ouvre avec le salut et la phrase du jour. Aujourd'hui, quand on roule avec la sirène allumée, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Chargé des reconstitutions criminelles, le commissaire Sato, en fonctionnaire modèle, note les instructions de la journée. Une journée qui commence pour lui par une démonstration de sabre. Le vrai, celui qui autrefois coupait les têtes. À 56 ans, le commissaire Sato est encore d'une force physique impressionnante. Les jeunes recrues admirent la grâce avec laquelle il manie l'arme traditionnelle des Japonais en exécutant une figure de shiai. C'est dans la petite ville de Seki, au centre du Japon, que depuis le XIIe siècle, on fabrique les sabres selon les techniques ancestrales. Le métal est chauffé, puis on le replie sur lui-même en plusieurs épaisseurs pour lui donner sa force. Le maître forgeron, aidé de ses assistants, recommence plusieurs fois les mêmes gestes, qui consistent à chauffer le métal, à le tordre et à le battre. Durant la période Muromachi, au XVe siècle, on comptait à Seki plus de 300 artisans qui travaillaient là, dont les plus célèbres maîtres forgerons. Au XVIIe siècle, le premier shogun de la famille Tokugawa dresse la liste des règles destinées à ses successeurs. Il dit notamment « Le sabre est l'âme du samouraï ». Ces quelques mots résument les croyances et le mode de vie de la classe guerrière. Les samouraïs, ceux qui servent, font leur apparition dès le XIe siècle. Ils sont les seuls autorisés à porter des armes et à s'en servir. Certains arts martiaux que l'on associe aujourd'hui aux samouraïs furent en réalité inventés par les paysans pour se protéger de leur puissance souvent tyrannique. Le wakizashi, plus court que le katana, était utilisé dans les combats au corps à corps. Si la défaite paraissait inévitable, sa lame permettait à son propriétaire d'éviter le déshonneur en se faisant harakiri. Le samouraï était au service d'un seigneur féodal. Certains pouvaient aussi devenir ninjas, sorte d'agents secrets. Les ninjas étaient parfois des femmes, parfaitement entraînées aux arts martiaux et totalement dévouées à leur seigneur. Le mythe des ninjas attire encore beaucoup les Japonais, très friands de toutes les évocations du passé féodal du Japon. Le village du cinéma de Kyoto attire chaque année des milliers de visiteurs. Ce village du cinéma nous replonge dans l'époque Edo, au moment où les samouraïs prirent le pouvoir au Japon en déplaçant Kyoto, la capitale, à Edo, l'actuel Tokyo. L'empereur, resté à Kyoto, perdit alors son pouvoir politique. Les gens aiment visiter le village du cinéma et s'imaginer au temps de leurs ancêtres. Ils
cherche aussi à ressembler aux stars qui tournent régulièrement des films de samouraï sur ces plateaux de télévision voisins. Les Japonais arrivent en famille, parfois de l'autre bout du Japon, pour se faire prendre en photo, déguisés en geisha ou en shogun. De retour à la maison, les photos de la famille en grande tenue siégeront en bonne place dans le salon à côté d'une télévision dernier modèle ou d'une gondole en pâte de verre rapportée d'un voyage en Italie. Car les Japonais adorent voyager dans l'espace et dans le temps. Ils aiment se replonger à cette époque où l'on donnait à la cour du shogun des spectacles no, entourés de geishas jouant du shamisen, pendant que le peuple s'amusait des pièces du théâtre kabuki. Après la séance photo, une promenade en grande tenue s'impose au milieu des touristes. Décidément au Japon, le temps n'existe pas. Les distributeurs de glace et les vendeurs de cartes postales ne troublent pas le regard du shogun. Impassible dans son kimono de cérémonie, il précède les femmes comme le veut la coutume. Ces filles métamorphosées en princesses suivent sous le regard attendri de leur mère. Il est courtois alors de se laisser approcher par d'étranges humains en jogging et t-shirt qui vous feront passer à la postérité grâce à l'incontournable petite boîte magique. Mais les vrais samouraïs d'aujourd'hui, on les trouve à quelques mètres de là, sur les studios de la Toei Company Limited. On y tourne en permanence des séries de télévision qui ont pour cadre le temps des samouraïs. La série Abarenbo Shogun égrène ses épisodes au fil des années. Elle raconte, dans un feuilleton sans fin, les déboires et les exploits d'un shogun héroïque. Au temps des caméras numériques et de la suprématie des appareils vidéo japonais, les samouraïs sont éternels. La découverte des studios et de leurs coulisses lève un voile insolite sur ce Japon où se mêlent le passé, le présent, la réalité et la fiction. Abarenbo Shogun existe depuis plus de 23 ans. C'est l'histoire de Yoshimune Tokugawa, 8e shogun de la famille Tokugawa, interprété par un très grand acteur japonais, Ken Matsudaira. Ce feuilleton raconte l'histoire d'un shogun qui se mêle à la foule déguisée en Monsieur Tout-le-Monde pour découvrir la réalité de son peuple. Ainsi informé, il prend la défense des opprimés contre les méchants en rendant justice lui-même. La fin de chaque histoire se termine toujours par ce qu'on appelle le Shambaran, le spectacle final où le héros arrive et trucide tous les méchants.
Le parfum du passé aide parfois à oublier le présent. Un présent qui peut se révéler terrible au Japon. À Kobe, il y a quelques années, un tremblement de terre a détruit une partie de la ville. Si aujourd'hui tout semble rentrer dans l'ordre, Mariko, elle, n'a toujours pas oublié. Sa maison a été détruite. Traumatisée, elle a quitté Kobe pour Tokyo. Pour essayer de chasser l'image du tremblement de terre de mon esprit, j'ai cru qu'il fallait chercher à tout prix à ne plus y penser, à effacer complètement ce souvenir de ma mémoire, mais c'était impossible. Un jour, Mariko est tombée par hasard à Tokyo sur une affiche d'un spectacle de No, et le passé l'a sauvée. C'est grâce au No, l'art théâtral le plus ancien du Japon, qu'elle a retrouvé peu à peu sa vie normale d'informaticienne traductrice bien dans sa peau. Elle se souvient. Elle est entrée dans ce théâtre à Tokyo, et là, elle a été bouleversée. Cette pièce qui s'appelait Matsukaze se passait sur la plage de Suma, près de Kobe, où j'allais dans mon enfance avec mes parents. En voyant cette pièce, ça a guéri mon esprit blessé par le souvenir du tremblement de terre. Je me suis sentie soudain libérée et autorisée à pleurer. Et c'est pour sa sensibilité que j'aime le No. Après, j'ai réfléchi aux raisons de tout ça. Le personnage principal de la pièce était interprété par un acteur très connu, Umewaka Makiyo. C'est grâce à lui que la pièce m'avait tant touchée. Si j'ai commencé à apprendre à chanter le No, c'est parce qu'en surfant sur Internet, un jour, j'ai trouvé par hasard le site Umewaka Makiyo. Je lui ai envoyé un email en lui disant que j'avais été très émue par sa pièce. Il m'a répondu qu'il donnait des cours à Osaka et que je pouvais venir prendre des leçons de chant. Voilà pourquoi je suis des cours une fois par mois, directement avec lui, et que je continue à chanter. Le Japon, champion de la performance industrielle, demeure profondément marqué par ses mythes et ses légendes. Les images qui confrontent la modernité à la tradition sont innombrables, et notre regard est surpris par des contrastes étonnants. Partons à la découverte de Japonaises et de Japonais d'aujourd'hui. Pour eux, le temps n'a peut-être pas la même signification que dans les autres pays du monde. Nagoya, métropole moderne entre Kyoto et Tokyo, a été entièrement détruite pendant la guerre. La ville affiche aujourd'hui une architecture aérée à l'américaine, où rock'n'roll japonais et look traditionnel font cependant bon ménage. Yukari Yamashita illustre bien l'âme de cette grande ville moderne, encore immergée dans son passé. Avec son amie Yoko, elle aime se promener en kimono le dimanche, son jour de congé. Yukari est une jeune femme indépendante qui travaille dans une compagnie d'assurance au 10e étage d'une tour de verre. Même si elle se sent parfaitement à l'aise dans le monde moderne, un lien très fort l'attache aux traditions japonaises. Employée de bureau modèle, elle adore conduire et ne rate aucun concert des chanteurs à la mode de passage à Nagoya. Mais son passe-temps favori n'a pas grand-chose à voir avec le monde moderne et agité qui l'entoure. En effet, Yukari suit des cours de pliage de kimono, qui reste la tenue traditionnelle au Japon. Elle a même passé un examen et elle est très fière du diplôme qu'elle a obtenu. Il faut savoir que revêtir un kimono suivant les règles de l'art est une entreprise très délicate. Une personne seule peut difficilement y arriver. Il arrive donc qu'on fasse appel à des spécialistes comme elle pour le passer.
Elle se rend souvent à des mariages, à des fêtes ou à des cérémonies pour aider les invités à s'habiller. La mise en place du hobby est très compliquée. Cette large ceinture, rehaussée d'un nœud dans le dos, est soutenue par un cordon, le bijimé. Chaque détail a son importance. Suivant qu'il s'agisse d'un événement heureux ou malheureux, ou d'une occasion ordinaire comme aujourd'hui, l'obijimé se noue différemment. Le printemps est très attendu par les Japonais, surtout lorsque les fameux cerisiers sont en fleurs. Ils organisent des petites fêtes très populaires, appelées hanami, sous les sakuras, les fleurs de cerisier. Porter un kimono n'empêche pas de rester dans le cou. Un téléphone mobile se glisse très facilement dans les plis du corsage. On lui reproche de ne pas être très pratique, mais on peut très bien se rendre en ville en kimono faire du shopping. Ça n'étonnera personne. Même pas les amis rencontrés par hasard, avec qui l'on pourra cependant comparer sa toilette. Au Japon, tout est permis. Qu'on soit en kimono ou habillé à la dernière mode, comme les kogaru, avec leurs cheveux décolorés et leurs chaussures à larges semelles. Mais on a beau être branché, le salut traditionnel reste de rigueur. Respectueux des traditions ou avides de modernité, dans le tourbillon des modes, qu'ils soient jeunes ou vieux, les Japonais sont toujours dans le coup, envers et contre tout. Monsieur et Madame Ono, par exemple, rockers de choc malgré leurs 70 printemps, affichent une pêche d'enfer. Chaque jour, Monsieur Ono se prend pour Marlon Brando au guidon de sa Harley Davidson. Direction, le petit restaurant qu'il tient avec sa femme et sa fille. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux, le restaurant Suzuno sert une cuisine traditionnelle. Derrière ses fourneaux, Monsieur Ono a troqué son casque de motard pour une toque de cuisinier et Madame sert les clients aidés de leur fille Chiaki. Il y a de nombreux restaurants comme le leur au Japon. On les appelle les izakaya. Ce sont des genres de tapas japonais où l'on sert plein de petits plats comme des kushiyaki, des brochettes, du sashimi, des légumes salés et des poissons grillés. La particularité des izakaya, c'est que le menu change en fonction des saisons. On y croise souvent des hommes d'affaires. Ils viennent se retrouver ensemble après le travail, première étape d'une virée entre collègues. La tournée des bars améliore la cohésion sociale dans l'entreprise, paraît-il. Au nord-est de Nagoya s'étend la ville de Kyoto. Kyoto a beau être la vieille ville impériale, elle est devenue aujourd'hui une cité moderne où l'on rencontre aussi des hommes d'affaires. Dans sa banlieue résidentielle habite M. Ito Isashige, un chef d'entreprise pas comme les autres. M. Ito Itashige dirige une entreprise familiale très particulière qui ne souffre d'aucune concurrence dans son domaine. Il fabrique des poupées, les authentiques poupées Gosho. M. Itashige a hérité de cette charge et de son nom de l'empereur en personne, qui autorisa il y a plus de 200 ans sa famille à faire ses poupées. Autrefois, on les offrait comme cadeau à la cour impériale pour porter bonheur. Chaque poupée nécessite plusieurs couches de laque blanche faites avec de la nacre d'huître pilée. Depuis 12 générations, la tradition se perpétue et aujourd'hui, toute la famille travaille ensemble pour produire une quinzaine de poupées par an. Le fils de M. Itashige est en apprentissage depuis plus de 10 ans. Il apprend à sculpter les figurines en bois
et à assembler les bras et les jambes. Sa fille aide à la couture et c'est à sa mère que revient l'honneur de créer le stylisme des perruques et des petits kimonos. Aujourd'hui, les poupées Gosho sont acquises par de riches collectionneurs. Kyoto, l'ancienne ville impériale, demeure la capitale artistique et religieuse du pays. Mais elle n'est pas pour autant écartée des influences étrangères. Mademoiselle Wakana Kobayashi, professeure d'aérobic, en est l'illustration très vivante. Même si on suit la finale, on préfère le tatami au confort occidental et les anguilles pêchées dans la rivière à un hamburger. Baseball et kimono font bon ménage et la patronne n'est pas en reste. Pendant 4 siècles, le Japon a été coupé du monde extérieur et ce n'est qu'en 1868 qu'il s'est ouvert aux étrangers. De là vient peut-être cette capacité qu'ont les Japonais de pouvoir tout à la fois s'adapter et se préserver. Quand on évoque les influences étrangères, on ne peut pas vraiment parler de choc des cultures, mais plutôt de mondes qui se côtoient. Ritsuko Hatanaka incarne bien cette étonnante aptitude qu'ont les Japonais à être à la fois ailleurs et au cœur du Japon. Ritsuko connaît tout sur les motos anglaises, leurs cylindrées, leurs performances et leurs accessoires. Mais elle a beau diriger le seul magasin de Kyoto spécialisé dans ce domaine, sa passion est ailleurs. Elle pratique l'un des arts japonais les plus authentiques et les plus anciens. Le sumie, la peinture monochrome à l'encre de Chine. Le sumie représente ou suggère des paysages, des fleurs ou des oiseaux, à l'aide de taches ou de traits d'encre plus ou moins dilués. Avec l'influence zen, le sumie japonais est plus épuré que le sumie chinois, chargé en couleurs. Il n'utilise que le blanc et noir sur un papier absorbant. D'un coup de pinceau, on obtient un dégradé qui passe par toutes les nuances de gris. Les Japonais appellent couleur tous ces dégradés du noir au blanc. Frotté dans l'eau, le sumie, mélange de colle et de suie de bois de pin, devient l'encre de Chine. Ritsuko fabrique son encre, car traditionnellement, prendre le temps de la préparer soi-même permet de méditer sur son dessin. De Kobe à Tokyo, ce sont 500 km d'une ville qui n'en finit pas. En arrière-plan de cette gigantesque mégalopole, les montagnes, un autre monde. Un Japon éternel qui semble avoir été figé depuis la nuit des temps. Une agriculture traditionnelle s'éparpille au gré des vallées, même si par endroits une usine ultramoderne d'une architecture futuriste brise soudain l'harmonie du paysage. Derrière les baies vitrées s'activent d'étranges ouvriers munis de petits maillets en bois. Ils s'affairent autour de cadres de bambou et de grands tonneaux où fermentent des bains de décoction de plantes. C'est là que l'on fabrique le fameux papier japonais, le washi. Une technique qui vient de Chine et qui fut très tôt répandue au Japon. Les papiers japonais sont surtout utilisés en décoration, mais aussi comme support à des ouvrages de luxe. Ce sont toujours les mêmes gestes et les mêmes procédés qui sont utilisés. Seule différence avec le passé, aujourd'hui le catalogue des produits est consultable sur Internet. Cerfs-volants, lanternes, cloisons de papier, éventails.
Exemple d'une technique traditionnelle qui a su s'adapter au monde moderne. Il est du dernier chic de faire imprimer sa carte de visite, si indispensable au Japon, sur du papier washi. Yumiko Yamazaki, artiste contemporaine, utilise cette technique traditionnelle au service de son art. Très proche de la nature, elle appartient à une école d'art moderne réputée dans la petite ville de Mino. Elle a choisi d'utiliser le papier japonais comme support à sa création. Sa démarche originale consiste à mettre à nu un carré de terre de la taille d'une feuille de washi. Elle l'arrose, puis elle attend que les premières pousses fassent leur apparition. Elle retire alors un à un chaque petit germe et les reporte scrupuleusement sur le papier à la même place qu'ils occupaient dans leur carré de terre. Son objectif ? Figer ainsi un morceau de nature pour l'éternité. Contrepoint à la frénésie démographique et industrielle, le cœur des montagnes offre le spectacle d'un Japon immortel. Le temps s'est arrêté à Tsumago lorsque l'État japonais a décidé de préserver la ville de toute modernité apparente. Le week-end, les citadins viennent ici respirer un bol d'air pur avant d'aller passer la nuit dans un ryokan, une auberge traditionnelle japonaise. On se déchausse à l'entrée, comme lorsqu'on entre dans une maison particulière, pour ne pas salir les sols en nattes de joncs tressés. On y sert un petit déjeuner typiquement japonais. Thé vert, riz, œufs crus, poissons grillés, algues séchées, légumes salés et soupe miso. Les kimonos sont fournis par la maison et ces séjours à l'ancienne, loin du vacarme des villes, sont particulièrement prisés. Des ruisseaux coulent de la montagne le long des maisons en bois et des sources naturelles d'eau chaude alimentent des stations thermales. On y prend en plein air des bains bouillants. La recherche de cette harmonie entre l'homme et la nature replonge les Japonais au cœur même de leur identité. C'est là leur vision animiste. La montagne, elle, revêt un caractère sacré. Elle inspire le respect et ouvre la voie à la méditation. De temps en temps, M. Inaba, médecin à Nara, part avec un de ses collègues à un étrange rendez-vous au cœur d'une montagne non loin d'Osaka. Autrefois, les prêtres qui vivaient dans ce lieu retiré communiquaient entre eux en soufflant dans des coquillages. Comme eux, M. Inaba est souffleur de conque. Avec son compagnon, ils appartiennent à une branche du bouddhisme ésotérique. Ils se joignent à un groupe d'adeptes pour prendre une part active à une cérémonie rituelle. On commence par lancer des flèches pour écarter les démons et les mauvais esprits indésirables. La flèche a pour mission de se transformer en dragon et d'attaquer dans le ciel les forces du mal. Vous, les démons qui arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre de la terre, je charge l'esprit qui est dans la flèche de se transformer en dragon pour vous chasser d'ici. Wakana a passé 1 an aux États-Unis et elle est le portrait type de la japonaise de la nouvelle génération. Si
les jeunes japonaises d'aujourd'hui travaillent et se sentent émancipées, elles continuent à vivre la plupart du temps chez leurs parents jusqu'au mariage. Une fois mariées, elles se plient en général au système traditionnel. Elles quittent leur travail, s'occupent des enfants et de la maison, tandis que leurs maris privilégient leur carrière professionnelle, n'accordant que peu de place à la vie familiale. Même si elle se considère comme une jeune fille de son temps, Wakana ne néglige pas pour autant l'héritage du passé. Elle se rend dans un des quartiers des geishas pour s'initier aux bonnes manières. Aujourd'hui, il ne resterait qu'une centaine de vraies geishas à Kyoto, indépendantes ou au service de grandes sociétés. Si leur nombre décroît, c'est qu'avec la crise économique, le métier va mal. Il faut dire qu'une soirée en compagnie d'une vraie geisha qui vous conte des poèmes et vous chante des chansons coûte très cher. C'est dans une oshaya, maison où l'on éduque encore les apprentis geishas, les maiko, que Wakana s'initie au canon de la beauté traditionnelle. Beaucoup de Japonais se métamorphosent ainsi en maiko pour une grande occasion, leur anniversaire par exemple, ou tout simplement pour le plaisir. Aujourd'hui, des jeunes filles comme Wakana se rendent parfois dans des oshayas pour apprendre l'art de se maquiller, de se coiffer, l'art du maintien, l'art de servir le thé. Ces jeunes filles viennent avant de se marier, par exemple, parce qu'elles entrent dans un milieu où, dans leur vie future, elles auront à tenir leur rôle dans des soirées officielles ou semi-officielles. Les maiko qui veulent devenir de vrais geishas arrivent vers l'âge de 17 ans et leur éducation est très stricte. Interdiction de fumer, d'avoir un portable, d'avoir un petit ami. Geisha veut dire littéralement artiste. Les apprentis geishas suivent parallèlement aux leçons de maintien des cours de musique, de danse, de poésie et de chant. Elles lisent beaucoup, elles apprennent à tenir une conversation, à dire des mots d'esprit et surtout à savoir faire preuve de persévérance et de patience. Pour le moment, ce que Wakana apprend, elle, c'est à marcher avec les pokuri. C'est la première fois qu'elle tente une escapade dans les ruelles et elle prend garde, comme on le lui a appris, à se tenir bien en arrière pour ne pas perdre l'équilibre. Pour une première sortie, elle se rend au temple le plus proche pour faire une petite prière. On peut croiser d'autres jeunes filles en kimono au détour des innombrables lieux de culte des villes japonaises. Elles ne sont ni geisha ni maiko, mais tout simplement étudiantes. Une coutume veut en effet qu'à la fin de leurs études universitaires, les étudiantes se rendent au temple en tenue traditionnelle. Elles viennent entre amies célébrer ce jour et marquer leur visite par l'incontournable cliché qui ponctue chaque événement de la vie japonaise. L'appareil photo est certainement l'objet contemporain le plus traditionnel de la culture japonaise. Kyoto compte 1600 temples bouddhistes et 300 sanctuaires shinto. Il n'est donc pas surprenant de croiser au cœur de la vieille cité M. Keizuke Nakano qui se rend à son travail. En effet, M. Nakano fabrique des chapelets bouddhiques dans une des plus vieilles échoppes de Kyoto qui existe depuis plus de 200 ans. Il a été adopté par une famille d'artisans qui n'avait pas de successeur pour continuer à faire tourner la petite entreprise. Sa mère adoptive travaille avec lui. Âgée de plus de 80 ans, elle affirme que faire travailler le bout des doigts permet aux personnes âgées de conserver leur vivacité d'esprit. M. Nakano fabrique des chapelets pour des particuliers ou des temples. Il essaie sans cesse de renouveler les matières et de trouver de nouvelles couleurs. Mais après une journée de labeur, assis en tailleur sur un tatami dans son petit magasin à l'ancienne, M. Nakano a besoin de détente. Il se rend alors dans un bar qu'il affectionne tout particulièrement pour s'adonner à sa passion, le karaoké. Il s'improvise alors chanteur de charme
avec la même conscience professionnelle qu'il met à fabriquer ses chapelets. Le karaoké est très populaire au Japon. On peut le pratiquer dans des bars, avec ou sans hôtesse, ou dans les karaoké box. Chaque pièce est équipée, les gens y viennent entre amis ou collègues de travail. Comme Monsieur Nakano est célibataire et que personne ne l'attend chez lui, il y passe des soirées entières. Le commerce du chapelet marche plutôt bien, car les temples commandent parfois des modèles très élaborés. Certains peuvent atteindre plusieurs mètres de long, et régulièrement il est nécessaire de refaire le pompon qui s'abîme et se salit. En ce qui concerne les particuliers, la durée de vie d'un chapelet est limitée. À chaque boule correspond un sutra, une prière. À force de les réciter, on pense qu'au bout d'un certain temps, les boules se chargent d'énergie négative. On les confie alors à un temple qui est chargé de les détruire par le feu, et l'on rachète un nouveau chapelet. Les deux grandes religions au Japon sont le shintoïsme et le bouddhisme. La plupart des Japonais pratiquent l'une et l'autre religion, qui coexistent en parfaite harmonie. À proximité des temples bouddhistes, par exemple, on trouve souvent un petit sanctuaire shinto destiné à honorer les dieux de la terre et des arbres. Au moment où on a construit le temple, on a demandé aux dieux de la nature de permettre que l'on construise un lieu de culte voué à Bouddha. On se marie en général sous le rite shinto, mais les funérailles suivent le rite bouddhique, de sorte qu'on parle souvent de tolérance de la religion japonaise, union entre les croyances primitives et les doctrines venues de l'étranger. Les Japonais ont cette faculté de saisir les influences qui leur parviennent de l'extérieur et de les assimiler sans que ce soit au détriment de leur propre identité. Contraste permanent, les images s'accumulent, se superposent, se complètent, mais ne s'affrontent pas, du moins en apparence, même dans les lieux les plus reculés. Si le baseball est devenu sport national, par exemple, cette importation anglo-saxonne ne trouble en rien les habitudes ancestrales d'un restaurant traditionnel.